À 2h37 du matin, Dar es Salaam s'est figé d'un seul coup. Les écrans se sont éteints, les connexions ont gelé et un silence numérique a dévalé sur toute la Tanzanie à la veille du vote. Le pouvoir a parlé de panne technique, mais le timing, la simultanéité des coupures et l'ombre des forces déployées ont dessiné un message bien plus clair. Tester jusqu'où l'on peut étouffer, puis gouverner l'oxygène de l'espace public. Que vaut une élection si l'on contrôle le cordon ombilical du débat, se demande l'Afrique connectée qu'observe Ibrahim Traoré depuis Ouagadougou. Quand l'Internet se tait, les rues apprennent à parler autrement. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse de loin une simple coupure d'électricité. C'est la promesse d'un contrôle total sur la voix d'un peuple, la tentative d'étouffer la vérité avant qu'elle ne prenne forme. À Dar es Salaam, les citoyens ont compris que leur liberté numérique n'était plus acquise et qu'un clic pouvait désormais décider du destin d'une nation. Ibrahim Traoré, depuis le Burkina Faso, a vu dans cette épreuve un miroir dangereux, celui d'une Afrique où la souveraineté technologique reste fragile. Pour lui, ce blackout n'était pas qu'un incident tanzanien, c'était le signe avant-coureur d'un basculement continental. Car si un pays peut éteindre la connexion d'un autre sans conséquence, alors toute voix dissidente est menacée. Le vrai enjeu n'est pas seulement politique, il est générationnel. C'est celui de la jeunesse africaine qui refuse d'être muselée, d'un continent qui lutte pour parler par lui-même et d'un avenir où chaque écran devient un champ de bataille silencieux. À mesure que les heures passaient, les preuves s'accumulaient. Selon NetBlocks, la Tanzanie avait perdu près de 10% de son trafic Internet national en moins de 4 heures. Une première historique pour le pays. Les réseaux sociaux s'étaient figés, les flux d'informations coupés net. Ce mini-révélateur chiffré confirmait ce que tout le monde redoutait. La panne n'était pas technique, mais politique. Les premiers témoins parlaient d'une capitale plongée dans le brouillard des gaz lacrymogènes, de quartiers entiers encerclés par l'armée. Dans les bureaux de vote de Kimara et de Kinondoni, des vidéos montraient des explosions, des cris et des jeunes manifestants traînés hors des files d'attente. À chaque image, la peur grandissait, celle d'un État prêt à sacrifier la transparence pour garder la main. Ibrahim Traoré, observant la scène depuis à Ouagadougou, reconnaissait les signes. Ce scénario lui rappelait les premiers jours de sa propre bataille contre la manipulation de l'information, lorsque contrôler la connexion revenait à contrôler la vérité. Pour lui, la Tanzanie n'était pas un cas isolé, mais un avertissement, un miroir tendu à tous les dirigeants africains. Dans cette crise, la fracture était double, technique et morale. D'un côté, une jeunesse hyper connectée, armée de VPN et de messagerie chiffrée. De l'autre, des autorités persuadées qu'un câble débranché suffisait à restaurer l'ordre. Entre les deux, un continent à la croisée des chemins. Ce que révélait ce blackout, ce n'était pas seulement la censure numérique, mais la peur panique des gouvernements face à une génération qui parle, filme et diffuse plus vite qu'on ne peut la faire taire. Et dans cette bataille pour la voix, Ibrahim Traoré voyait poindre une idée simple. Le futur de l'Afrique ne dépend plus du pouvoir qui coupe, mais de celui qui se reconnecte. Dans les heures qui suivirent la coupure, Dar es Salaam devint un laboratoire de résistance. Les étudiants, premiers touchés par l'interruption des réseaux, furent aussi les premiers à riposter. Armés de téléphones encore chargés, ils mirent en place des relais physiques, imprimèrent des tracts et diffusèrent les informations via des clés USB passées de main en main. Ce mouvement spontané et silencieux transformait chaque étudiant en messager de vérité. Dans un petit quartier de Kinondoni, Acha, 23 ans, étudiante en communication, utilisa un ancien modem satellite pour reconnecter son campus à un réseau parallèle. En quelques heures, les données vidéo et témoignages circulaient à nouveau comme un souffle revenu après une asphyxie. Ce geste anodin devint le symbole d'une jeunesse refusant d'être effacée. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, suivait ces récits comme autant d'échos à sa propre expérience. Lorsqu'il avait fait face aux tentatives d'isolement médiatique, il avait compris que la vraie puissance ne résidait pas dans la censure, mais dans la résilience des citoyens. Ce qu'il observait aujourd'hui en Tanzanie prouvait que cette énergie se répandait désormais d'un pays à l'autre, et si cette génération, celle des connectés coupés, devenait le moteur d'un nouvel éveil africain, cette question simple et brûlante résonnait à travers tout le continent.
Tout s'est accéléré dès le 23 octobre à 2h37 précise. Ce moment marqua le basculement d'une nation. En moins de 5 minutes, l'Internet tanzanien s'effondra, les écrans s'assombrirent et un silence numérique enveloppa Dar es Salaam. Le gouvernement parla d'un incident technique, mais les citoyens savaient quelque chose de bien plus grand était en cours. Les rues se remplirent aussitôt d'une tension sourde. À Kimara, à Kinondoni, des colonnes de fumée montaient au-dessus des bureaux de vote. Des soldats patrouillaient les carrefours, armes levées, pendant que des véhicules blindés fermaient les accès. Dans l'air, les grenades lacrymogènes remplaçaient la voix des électeurs. Cette journée, censée être une fête démocratique, devint une épreuve nationale. Les témoignages arrivèrent malgré la censure. Des vidéos montrèrent des civils courant sous les tirs, des étudiants arrêtés pour avoir simplement tenté de filmer, des journalistes frappés devant leurs caméras. Les connexions VPN explosèrent, créant un réseau fantôme de résistance. Des hashtags comme Tanzania Crisis ou Internet Shutdown franchirent les frontières numériques, atteignant plus de 5 millions de mentions en 24 heures selon Twitter Analytics. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré comprit que le phénomène dépassait la Tanzanie. Depuis Ouagadougou, il observait cette révolte digitale avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Ce qu'il voyait, c'était la jeunesse africaine transformant la coupure en connexion, la peur en action. Le silence est une arme, mais la jeunesse apprend à parler sans voix, confia-t-il à son entourage ce soir-là. Le 24 octobre, la répression monta d'un cran. Le gouvernement imposa un couvre-feu, mais les rues ne se vidèrent pas. Dans plusieurs quartiers, les jeunes mirent en place des points de rassemblement secrets, utilisant des signaux lumineux ou des papiers codés pour communiquer. Les messages circulaient dans des groupes privés, souvent cryptés, contournant les systèmes de surveillance. Chaque minute apportait une nouvelle invention, des affiches peintes à la main remplacèrent les tweets, des chants populaires prenaient le relais des posts supprimés, le numérique devenait analogique et l'analogique révolutionnaire. Ibrahim Traoré y voyait une métaphore de son propre combat. Quand le pouvoir coupe les fils, le peuple tisse d'autres réseaux. Ce que vivaient les Tanzaniens annonçait une ère nouvelle où l'Afrique refusait d'être spectatrice de sa propre histoire. Ce mouvement ne se limitait plus à un pays. Il devenait un signal d'alarme pour tout le continent, celui d'une jeunesse qui ne se contente plus de cliquer. Elle agit, elle construit, elle résiste. Et dans chaque image, chaque slogan, chaque silence de cette nuit du 23 octobre, un message s'imposait. La liberté n'a pas besoin de connexion pour se propager. Les chiffres révélèrent l'ampleur du choc. Selon NetBlocks, la Tanzanie avait connu une chute brutale de 10% du trafic Internet national en seulement 4 heures, un record absolu pour le pays. L'organisation nota aussi des interruptions totales dans plusieurs zones urbaines clés, Dar es Salaam, Dodoma et Arusha. Ce basculement numérique correspondait exactement aux heures critiques du scrutin, prouvant que la coupure n'était pas accidentelle mais stratégique. L'impact économique fut immédiat. D'après le rapport de l'Organisation mondiale du commerce, la paralysie des communications entraîna des pertes estimées à plus de 100 millions de dollars en 3 jours. Les plateformes d'e-commerce s'effondrèrent, les transactions bancaires furent suspendues et les entreprises locales virent leur chaîne logistique s'interrompre. Chaque heure hors ligne représentait une saignée économique, une économie étouffée pour un contrôle politique. Les preuves humaines, elles, étaient encore plus accablantes. Human Rights Watch confirma l'arrestation de plus de 400 manifestants, dont 70 étudiants et 25 journalistes accusés d'agitation publique. Des vidéos vérifiées montraient des violences policières, des tirs à bout portant, des arrestations arbitraires, des passages à tabac dans des zones résidentielles. Ibrahim Traoré, en recevant ses rapports à Ouagadougou, y vit une ligne rouge franchie. Lorsque la censure devient meurtrière, la neutralité n'est plus une option. Sur le plan social, le hashtag Tanzania Crisis atteignit 5 millions de mentions en 24 heures malgré le blackout. Les internautes africains, du Ghana au Burkina Faso,
se mobilisèrent pour relayer les témoignages étouffés. L'effet domino numérique transforma une crise locale en affaire continentale. Ce qui surprit les observateurs, c'est que la courbe de diffusion des messages continua de croître même après la coupure complète d'Internet, signe que les jeunes Tanzaniens avaient trouvé des canaux parallèles, comme les applications chiffrées ou le partage hors ligne. Mais le coût humain ne se mesurait pas seulement en arrestations. Selon Amnesty International, plus de 40 manifestants furent tués dans les jours suivant le vote. Les chiffres officiels, plus bas, furent jugés hautement suspects par les ONG. Ce contraste statistique montrait le gouffre entre deux narrations, celle du pouvoir qui minimise et celle du peuple qui documente. Pour Ibrahim Traoré, ces données n'étaient pas de simples statistiques, mais les fragments d'un futur à écrire, celui où la vérité des chiffres ne serait plus dictée par les gouvernements, mais par les citoyens. Les données sont des voix, avait-il déjà déclaré, et quand on coupe le réseau, on coupe des millions de cris silencieux. Ainsi, les preuves ne servaient plus seulement à décrire la crise, elles en devenaient le cœur battant. L'Afrique, témoin de cette bataille numérique, comprenait que la souveraineté ne se mesure plus en frontières, mais en bande passante. Deux récits se faisaient désormais face. D'un côté, le gouvernement tanzanien, sous la présidence de Samia Suluhu Hassan, affirmait que la coupure d'Internet était une mesure de sécurité nationale. Selon ses porte-paroles, il fallait prévenir les manipulations extérieures et garantir un scrutin paisible. La rhétorique de la stabilité dominait, sans contrôle, disait-on, le chaos s'installerait. Dans cette logique, la censure devenait une forme de protection, un bouclier contre le désordre. De l'autre côté, la société civile et les observateurs africains dénonçaient une atteinte frontale à la démocratie. Pour eux, la stabilité invoquée masquait une peur panique de la transparence. Ibrahim Traoré, en particulier, rejeta cette justification. Selon lui, aucun pouvoir ne peut prétendre défendre la paix en muselant la vérité. Il rappela que la confiance d'un peuple ne se gagne pas par le silence, mais par la clarté des actes. Les défenseurs du régime avançaient un argument moral. Les émeutes tuent, la censure protège. Mais les faits les contredisaient. Les chiffres de Human Rights Watch et les images venues de Dar et Salam prouvaient que la répression avait aggravé la crise. Chaque coupure, chaque arrestation, chaque tir rapproché renforçait la colère qu'elle voulait étouffer. Le camp opposé, porté par des figures panafricaines et des mouvements étudiants, proposait un autre récit. La véritable stabilité naît de la liberté. Ibrahim Traoré formula alors la question qui fissura le discours officiel. Peut-on prétendre défendre une nation si l'on réduit son peuple au silence ? Ainsi, la confrontation dépassait la Tanzanie. Elle posait un dilemme continental, choisir entre la peur du désordre ou le courage de la liberté. Et pour Traoré, il n'y avait pas de doute, seule la seconde option pouvait bâtir un avenir durable pour l'Afrique. Même le pouvoir finit par vaciller. Le 26 octobre, une vidéo inédite fit surface. Le ministre de l'Intérieur tanzanien y reconnaissait publiquement les violences commises par les forces de l'ordre et exprimait ses regrets. En quelques minutes, ces images devinrent virales. Une confession rare dans un régime obsédé par le contrôle. Les autorités tentèrent aussitôt de censurer la vidéo, mais il était trop tard. Elle s'était déjà répandue sur les réseaux parallèles, portés par des milliers de jeunes déterminés à prouver que la vérité trouve toujours un chemin. Ce court moment fissura le mur de la peur. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré vit dans cette séquence un basculement symbolique, le signe qu'un État peut encore reconnaître ses fautes, même brièvement, lorsque la pression populaire devient irrésistible. Ce tournant résonnait dans tout le continent africain. Si la Tanzanie pouvait faire entendre une voix dissidente malgré la censure, alors l'Afrique pouvait, elle aussi, se réinventer. La lumière venait de jaillir au cœur même de l'obscurité numérique. Et dès lors, la question n'était plus « peut-on résister ?», mais bien « qui osera ne pas le faire ?» La crise tanzanienne ne tarda pas à produire des répercussions profondes, à la fois politiques, économiques, sociales et régionales. Sur le plan politique, le gouvernement de Samia Suluhu Hassan parvint à maintenir son contrôle apparent, mais au prix d'une fracture nationale. Les partisans du pouvoir, principalement issus des zones urbaines privilégiées, justifiaient la répression au nom de la stabilité. Pourtant, dans les quartiers populaires et sur les campus universitaires, la colère grondait. Les jeunes se sentaient
trahis par un État censé protéger leur avenir. Le fossé générationnel devint visible, un pouvoir attaché au silence contre une jeunesse qui exige de parler. Sur le plan économique, les conséquences furent désastreuses. La coupure d'Internet, suivie de couvre-feux successifs, paralysa des secteurs clés comme le commerce électronique, les services bancaires et les petites entreprises. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, la perte cumulée dépassa 120 millions de dollars. Cette panne économique frappa de plein fouet une classe moyenne déjà fragilisée. Sur le plan social, la violence laissa des cicatrices durables. Human Rights Watch confirma la mort de plus de 40 manifestants et des centaines de blessés. Les familles endeuillées devinrent, malgré elles, le visage d'une résistance pacifique. Des associations étudiantes commencèrent à se structurer, cherchant à documenter les abus et à défendre la liberté numérique. La répression avait voulu effacer les voix, elle les avait multipliées. Sur le plan régional, la crise tanzanienne devint un miroir pour l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Des mouvements de solidarité émergèrent à Nairobi, Accra, Johannesburg et Ouagadougou. Pour Ibrahim Traoré, ces manifestations symbolisaient une conscience panafricaine nouvelle. Il déclara que l'oppression d'un peuple connecté finit toujours par réveiller tout un continent. Ces mots, largement relayés en ligne, donnèrent un souffle politique à une génération déjà éveillée. La Tanzanie n'était plus seule. Son silence numérique avait provoqué un vacarme moral qui résonnait jusqu'au Sahel. Les régimes autoritaires prirent note. La coupure d'Internet, autrefois outil de contrôle, devenait désormais un déclencheur de révolte. Ce que le gouvernement tanzanien avait voulu dissimuler se transformait en leçon publique. On peut éteindre les écrans, mais pas la conscience. Ainsi, les conséquences dépassaient la simple géographie. C'était l'Afrique entière qui, à travers ce drame, apprenait une vérité ancienne. Là où la peur se propage, la solidarité peut devenir une arme. Et Ibrahim Traoré, depuis son bureau de Ouagadougou, savait que cette bataille silencieuse en annonçait d'autres, plus vastes, plus décisive. Les analystes africains dressèrent 3 trajectoires possibles pour la Tanzanie, chacune porteuse d'un message pour tout le continent. D'abord, le scénario de la répression prolongée. Le gouvernement de Samia Suluhu Hassan maintient sa stratégie de contrôle absolu. Internet reste sous surveillance, les médias indépendants muselés, les opposants traqués. Cette approche pourrait offrir une stabilité apparente durant quelques mois, mais au prix d'une fracture irréversible. L'économie ralentirait davantage, les investissements étrangers reculeraient et la confiance publique s'effriterait. À long terme, cette victoire du silence préparerait sa propre chute. Un peuple comprimé finit toujours par exploser. Ensuite, le scénario de l'ouverture et de la réforme. Sous pression interne et internationale, le gouvernement reconnaît les excès et engage un dialogue avec l'opposition et la société civile. Un programme de réforme politique et numérique serait lancé, incluant une charte de liberté en ligne. Ce virage nécessiterait du courage, celui d'admettre l'échec et de rebâtir la confiance. Pour Ibrahim Traoré, c'est la seule voie durable. On ne construit pas une nation en muselant sa jeunesse, mais en l'écoutant coder son avenir. Ce scénario transformerait la crise en renaissance. Enfin, le scénario de l'exportation de la révolte, si la censure persiste, la colère pourrait franchir les frontières. Des mouvements étudiants et numériques se propageraient vers le Kenya, le Ghana ou le Burkina Faso, inspiré par la résistance tanzanienne. Cette contagion civique mettrait à nu les failles des régimes autoritaires africains. Mais elle risquerait aussi de déclencher une vague de répression régionale. Pour Traoré, ce scénario représenterait un point de non-retour, soit l'Afrique s'unit autour de la liberté, soit elle sombre dans la peur. Ces 3 chemins ne dépendent pas seulement des dirigeants, mais des citoyens connectés, de leur courage et de leur mémoire. Car, au bout du compte, le véritable choix appartient à ceux qui refusent de se taire. Derrière les chiffres, les rapports et les communiqués officiels, il y a des visages. Celui d'Acha, l'étudiante qui ralluma un campus entier avec un vieux modem, celui de Moussa, jeune journaliste frappé pour avoir filmé la vérité, celui des mères qui, dans le tumulte, cherchaient leurs enfants parmi les cris et la fumée. Ces histoires humaines redonnent chair à la crise tanzanienne.
Pour Ibrahim Traoré, c'est ici que tout se joue, dans la capacité de l'Afrique à regarder ses citoyens non comme des statistiques, mais comme des voix. Lorsqu'il s'adresse à la jeunesse burkinabé, il parle aussi à celle de Dar es Salaam. Vous êtes les témoins et les bâtisseurs. Si vous ne défendez pas la parole, personne ne le fera pour vous. Ces mots traversèrent les frontières numériques, repris par des milliers d'utilisateurs africains sous le hashtag Free African Voice. Dans les rues, l'émotion devient engagement. Les étudiants africains du Ghana au Niger organisent des veillées symboliques. Bougies à la main en hommage aux jeunes Tanzaniens tombés. Chaque lumière allumée répond à une coupure d'écran, un message d'unité silencieuse. La douleur, lorsqu'elle est partagée, devient force. Et dans ce miroir de souffrance et de courage, chaque spectateur comprend que cette histoire ne parle pas seulement de la Tanzanie, mais de nous tous, des voix qui refusent d'être effacées. Pour transformer la douleur en action durable, plusieurs étapes concrètes émergent du débat panafricain mené après la crise. Ces mesures visent non seulement à restaurer la liberté numérique en Tanzanie, mais aussi à créer un modèle continental de souveraineté technologique. D'abord, institutionnaliser la transparence, créer un conseil africain de la liberté numérique chargé de surveiller les coupures d'Internet, d'archiver les violations et d'émettre des alertes publiques. Ce mécanisme empêcherait les États d'agir dans l'ombre. Ensuite, former la jeunesse. Les universités doivent intégrer l'éducation numérique civique afin que chaque étudiant comprenne ses droits en ligne et sache contourner les systèmes de censure sans compromettre sa sécurité. Puis bâtir des réseaux indépendants, développer une infrastructure panafricaine capable de maintenir les communications interétatiques même en cas de blocage national. Une Afrique connectée à elle-même devient une Afrique plus libre. Ensuite, renforcer les alliances, les gouvernements démocratiques, les ONG et les entrepreneurs africains doivent unir leurs ressources pour promouvoir des solutions technologiques souveraines. Enfin, mobiliser les voix publiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une coalition de jeunes leaders pourrait porter ce plaidoyer dans chaque pays, transformant la colère en agenda constructif. Car au-delà de la répression, c'est l'imagination politique de la jeunesse qui décidera si l'Afrique parle à voix basse ou à voix haute. À l'aube, Dar es Salaam se réveilla dans un calme étrange. Les rues portaient encore les traces de la veille, vitrines brisées, affiches déchirées, regards fatigués. Mais derrière ce décor blessé, une force nouvelle circulait. Ce n'était pas la résignation, c'était la conscience. Les étudiants reprenaient doucement leurs pas, les familles rallumaient les radios, les journalistes préparaient déjà les récits du lendemain. Le silence que le pouvoir voulait imposer devenait un espace d'écho. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cette aurore avec gravité. Il savait que ce combat dépassait les frontières. Ce qu'il voyait dans les rues tanzaniennes, c'était l'image même d'une Afrique qui refuse de s'éteindre. Et peut-être que dans chaque connexion rétablie, dans chaque mot retrouvé, se glissait une promesse, celle que même dans la nuit numérique, la vérité finit toujours par rallumer la lumière. Ce récit n'est pas clos. Il continue chaque fois qu'un jeune Africain allume son téléphone, écrit un message, partage une vérité. La bataille de la Tanzanie n'est pas celle d'un seul pays, mais celle d'une génération entière décidée à défendre sa parole. Ibrahim Traoré, dans ses discours récents, appelle à une solidarité consciente. Quand une voix est coupée à Dar es Salaam, c'est tout le continent qui devient plus silencieux. Quand une voix se relève, c'est toute l'Afrique qui respire. Ces mots résonnent comme un rappel. La liberté d'expression n'est pas un luxe, c'est une condition d'existence. Aux étudiants, aux journalistes, aux citoyens connectés, ne laissez pas le silence s'installer. Racontez, filmez, partagez, même dans l'ombre. La vérité se nourrit de votre courage. Et à ceux qui regardent cette histoire depuis l'extérieur, une question demeure ouverte. Jusqu'où laisserons-nous le contrôle remplacer la conscience? Parce que la prochaine coupure pourrait bien être celle de notre propre voix.